Bonjour. Il y a un mythe qui passe là, juste à côté. Alors bonjour à tous, heureux de vous revoir comme chaque fois. Alors après avoir parlé de physique quantique, nous allons non pas sauter du coq à l'âne, mais passer d'un mythe à l'autre. Non pas que la physique quantique soit un mythe, mais enfin elle pourrait devenir dans un futur lointain, et de façon rétrospective, ce que nous appelons un mythe. Alors je suis très heureux d'avoir tous mes intervenants, on a commencé avec un petit peu de retard. Donc sur un panel qui est titré « La machine mythologique », mais vous allez voir qu'on va essayer d'interroger ce titre en lui-même et de voir au final comment on peut donner plusieurs sens au titre de cette table ronde. Alors tout d'abord je vous les présente, même si certains, ou pour ne pas dire tous, ne sont plus à présenter. Alors je vais commencer par Lev Grossman, ici présent, et c'est un grand honneur pour moi de l'avoir sur cette table ronde, et puis pour les Utopiales de l'avoir dans ce festival. L'auteur donc de la trilogie des magiciens, énorme succès et qui réinvente complètement le thème de la magie et le thème du magicien avec une approche encore très différente et très novatrice par rapport à tout ce qui a été déjà publié sur cette thématique-là. Donc Lev Grossman, merci beaucoup d'être ici. Je crois que c'est la première fois que vous venez aux Utopiales, il me semble que c'est la première fois. Ensuite, alors on a essentiellement des auteurs, mais pas que des auteurs, vous allez voir. Tout au bout là-bas, vous avez quelqu'un qu'on ne présente plus, qui a été le président des Utopiales pendant des années, qui est aussi l'un des plus importants auteurs français, Pierre Bordage. Ravi de te retrouver, Pierre, sur une table ronde. On n'a jamais eu le temps de discuter, donc là voilà, on va pouvoir le faire. Voilà. Et puis tu vas nous parler de la place du mythe dans ton travail. À côté de Pierre, on a Denis Vidal. Denis Vidal qui est anthropologue, qui travaille spécialisé sur l'Inde et qui vient aussi pour la première fois, il me semble, aux Utopiales, c'est une première. Vous savez que les Utopiales, c'est aussi le lieu où on fait se rencontrer les scientifiques, les chercheurs, les auteurs, et on essaye de voir justement comment la créativité des uns et des autres peut se rencontrer. Donc j'espère que Denis, déjà cette présence aux Utopiales est une occasion de changer peut-être un peu les perspectives. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc Denis Vidal. À côté de lui, Philippe Baudouin aussi, qui travaille à France Culture. Lui aussi, je crois que c'est la première fois qu'il vient aux Utopiales, il me semble. Donc voilà, pour parler des mythes, on a pas mal de premières fois qui viennent nous rejoindre, qui vont charger de réalisation, et qui travaillent notamment sur Walter Benjamin. Donc logiquement, on va pouvoir aussi parler du mythe chez Walter Benjamin, et puis de l'utopie, ça m'intéresse en particulier aussi, bien évidemment. Et puis enfin, à côté de moi, Stéphane Przybylski, je prononce bien Przybylski, j'ai quand même raté, hein. Pourtant j'avais répété. Stéphane Przybylski, donc auteur du Bélial, auteur au Bélial de ce qui est une trilogie mais qui va devenir une tétralogie qui s'inspire évidemment d'une autre tétralogie extrêmement connue qui est la tétralogie de Wagner, avec le château des millions d'années, le cycle Origine s'appelle, et le prochain tome qui sort s'intitulera Le Crépuscule, voilà, le Crépuscule des dieux, le 4e tome. Donc voilà une table ronde assez importante, assez vaste, avec des chercheurs, des responsables de diffusion et de médias culturels très importants, et puis des auteurs qui ont tous travaillé de façon proche à ce que signifie un mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Quelle est la part de mythologie dans la science-fiction? Quelle est la part de mythologie dans l'imaginaire? Et puis surtout cette fameuse machine mythologique, comment on peut comprendre ce sujet? Alors avant de leur donner la parole, moi j'aimerais vous dire qu'en préparant cette table ronde, je vous ai écrit à tous, mais en fait j'ai continué moi à réfléchir de mon côté, je me suis dit qu'il y avait deux sens à donner à ce titre. Le premier sens, c'est l'adjectif mythologique n'est qu'un épithète, c'est-à-dire la machine mythologique. À ce moment-là, on va se pencher, on va peut-être le voir avec eux, sur la manière dont on trouve des machines dans les mythes les plus anciens. Et c'est un peu le résumé de la table ronde qui nous invitait aussi dans cette direction, à aller dans cette direction. Mais on pourrait voir, et je me tourne vers vous aussi, une autre façon de voir le sujet, qui serait de faire de l'adjectif, non pas un épithète, mais un attribut. C'est-à-dire que la machine est mythologique. Et cette machine qui est mythologique, c'est la machine de notre temps, c'est la machine de notre présent, et c'est ce qui s'exprime souvent dans la science-fiction, ce mythe de la machine parfaite, ce mythe de la machine idéale. Donc c'est ces deux chemins d'exploration que je vous propose comme point de départ, et puis bien sûr nous irons aussi vers vous, hein, le public, pour poser des questions. Alors peut-être on va commencer par une approche simple en fait du mythe, hein, simplement la place du mythe dans votre travail. Peut-être Lev Grossman pour commencer.
dans votre trilogie des magiciens, quel a été le rôle du mythe? Est-ce que votre inspiration sur les magiciens est d'ordre mythologique? Est-ce que le projet du roman était vraiment centré sur cette idée de mettre en avant le mythe? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est venu complètement après et qui n'est pas sur la fondation même du récit? Est-ce que le projet était mythologique? Nothing comes after mythology. Mythology outlives everything. For my work in particular, the curiosity of the magicians arises in part from the fact that it's retelling classic myths, including the immortal myth of Harry Potter, but telling them in the manner of using the rhetoric and the style of realism, and with the goal of, in a way, resuscitating myths that have perhaps feel as though they've lost their force or their relevance. They've ceased somehow to tell us about ourselves. One of the things I tried to do was simply re-articulate them. Just very basic stories about people discovering that they have power that they didn't know that they had, or discovering a world that no one else knows exists. Trying to retell those stories, but using the sort of verbal technology of realism. So if you take a story like Narnia already less than 100 years old, it feels a little cartoonish. You look at it and you think, well, how does the economy work? What's the ecology of Narnia like? How does technology function in Narnia? Mrs. Beaver has a sewing machine, but everybody else, which is a Victorian artifact, but everybody else is working with feudal level technologies. How would you take that idea and re-articulate it in a way that feels powerful and relevant now? So as I said, mythology it never dies, but it has to be re-articulated, rebooted periodically, and that was the project of the Magicians. Ok, donc on est parfaitement dans le sujet, le mythe comme ressource, et la science-fiction et l'écriture comme ressource retour au mythe. Alors on est en plein dans le sujet avec Stéphane Krivitsky ici. Est-ce que vraiment cette tétralogie qui est en cours d'écriture encore, en train d'être finie, c'est un retour sur le mythe wagnérien uniquement, mais c'est autre chose? Est-ce qu'il y a une revisitation? Quel a été le rapport avec le mythe? Il y a à la fois le mythe du surhomme et le mythe du chevalier, donc chevalier du Moyen-Âge, et essayer d'associer les deux. Le chevalier du Moyen-Âge est, à travers l'histoire de Tannhäuser, le chevalier en quête de rédemption, donc un opéra wagnérien, et le mythe du surhomme, parce que donc, le personnage central de la tétralogie, je ne dis pas le héros, mais le personnage central, il est nazi, compagnon de route d'Adolf Hitler de la première heure, agent de renseignement SS, et donc c'est un peu l'histoire du chevalier en quête de rédemption. Après, l'histoire dira s'il y a rédemption ou pas, ou si la rédemption est possible dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est un peu ce mythe-là qui est exploré, avec effectivement une part de surhomme qui, elle, donc, va s'ancrer évidemment dans d'autres univers. D'accord, donc là aussi, on est vraiment dans la même longueur d'onde, dans la même logique. C'est intéressant parce qu'en plus, ta série, donc Origine, c'est le titre global aux éditions Le Bélial, a connu d'ores et déjà un grand succès, un succès critique très important. Et je pense que ça montre aussi à quel point aujourd'hui la science-fiction a besoin de se reconnecter au mythe. Et quand bien même on insiste beaucoup sur la science et sur les aspects scientifiques de la science-fiction, on voit bien qu'on reste toujours sur le même type d'histoire, la même façon de revenir aux histoires fondamentales, aux histoires peut-être anthropologiquement les plus essentielles de l'humanité. Alors je finis d'abord la partie avec les auteurs. Pierre Bandage, toi en tant qu'auteur, quelle est la place du mythe dans ton travail? Est-ce que la science-fiction est une machine mythologique aussi de ton point de vue quand tu écris?
Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est délibéré? Ou est-ce que ça vient? Alors oui, je pense que le mythe est très important, la mythologie est très importante dans mon travail. Ça vient du fait que quand j'étais môme, je lisais énormément de mythologie. Je n'ai jamais cherché à essayer de comprendre les mythologies, mais à essayer de ressentir. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les mythologies appuyaient sur des boutons inconscients humains, qui étaient des sortes de ressorts spécifiques à l'humain. Et quand j'ai écrit de la science-fiction, du coup, parce que j'ai découvert la science-fiction assez tard, à l'âge de 18 ans à l'université, et pour moi, mon premier livre de science-fiction, qui est Chronique martienne de Ray Bradbury, était la continuation, enfin j'ai eu le même coup de cœur en lisant ce livre, le même vertige que quand je lisais des mythologies enfants. Et donc je me suis dit, voilà, la science-fiction est peut-être la littérature mythologique moderne, ça c'est une autre réfléchissant sur la nature de l'être humain en même temps que les évolutions technologiques. Et donc naturellement je me suis inscrit dans cette veine-là qui est de me servir simplement comme un charognard, quasiment, du socle des mythologies. J'ai l'impression de ne rien inventer dans le récit. Je pense que le récit il est déjà installé depuis les conteurs de l'Antiquité et que je ne fais que m'inscrire dans ce sillon-là tout en réfléchissant éventuellement sur les évolutions modernes de notre civilisation. Oui, pourtant c'est vrai que dans la science-fiction, il y a toujours ces deux aspects entre d'un côté le conte, le conteur, et tu fais partie des conteurs indiscutablement, mais il y a aussi toute cette partie spéculative autour de la science, des applications scientifiques, etc. Est-ce que ça trouve aussi racine pour toi dans le mythe, ou est-ce qu'il y a vraiment deux parties Je pense que la science-fiction a un grand intérêt finalement. J'ai fait de la science-fiction de façon un peu spontanée, justement par rapport au vertige éprouvé avec les mythologies. Puis en analysant, je me suis rendu compte qu'elle avait trois intérêts majeurs, associés, qui en font un genre très particulier, un genre très très riche. Premièrement, le merveilleux voyage, au sens de Jules Verne, c'est-à-dire qu'on convie le lecteur à un décollage de son espace-temps pour offrir quelque chose de différent, extraordinaire. Deuxièmement, le fait de se projeter hors de l'espace-temps fait qu'on a un effet loop sur notre présent. C'est comme si on montait au haut de la fourmilière et qu'on voyait les mouvements en germe dans notre présent et qu'on était mieux à même finalement de les étudier. Donc ça amène une pierre de réflexion au présent. Et puis troisièmement, elle reprenait des interrogations philosophiques essentielles qu'on trouve depuis la nuit de l'humanité, la nuit de début de l'humanité dans les mythologies du monde entier, parce que je ne disais pas seulement la mythologie gréco-latine, mais aussi les mythologies indiennes, africaines, etc. Et donc il y a toujours ces interrogations fondamentales qui sont posées et que l'on continue par la science-fiction. Donc ces trois associés en font un genre particulièrement intéressant. Oui, et puis c'est vrai que la philosophie a pris la suite en fait du mythe, d'une certaine manière. Enfin, c'est comme ça qu'on présente traditionnellement les choses, mais le mythe au départ, et là je vais me tourner vers Denis Vidal, quelle que soit la société concernée, le mythe est un protocole d'explication du monde, une manière de rendre le monde à la fois perceptible et acceptable, exactement comme la philosophie ensuite va chercher à le comprendre. Alors pourquoi Denis, en tant qu'anthropologue, pourquoi aujourd'hui cette place si importante du mythe, qu'on voit bien là, à travers les trois témoignages des auteurs présents, est au cœur du processus narratif de la science-fiction? Comment tu peux l'expliquer avec ton regard d'anthropologue? Est-ce que c'est un retour du mythe sur la scène, ou est-ce que le mythe a toujours été là finalement, il a simplement pris d'autres noms au cours de l'évolution de l'expression artistique, littéraire?